Bien, bonjour. Donc, je vais vous parler de l'itinéraire d'Alfred Isotier dans cette guerre. Donc, on va terminer sur un cas finalement très concret après toutes ces explications sur l'engagement des Outre-mer et des Réunionnais dans cette guerre. Alors, pourquoi cette communication, sachant que je suis médiéviste, donc je suis vraiment ici en dehors de mon champ. Un petit historique sur ce qui concerne les Isotiers et l'histoire d'Alfred Isotier. En 2003, le groupe Isotier, le groupe industriel Isotier à La Réunion, avait signé une convention avec le CRESOA, le Centre de recherche sur les sociétés de l'océan Indien, afin que le laboratoire de recherche fasse une expertise des archives familiales et industrielles du groupe Isotier dans l'optique de la création du musée du Rhum qui existe depuis dans le sud de La Réunion. Et comme à cette époque-là, je travaillais sur l'histoire de la famille Isotier, j'ai eu accès aux lettres de guerre d'Alfred Isotier, donc d'où le thème que j'ai abordé déjà en 2014 et sur lequel je vais revenir aujourd'hui et pour lequel éventuellement je pourrais participer dans le débat en apportant quelques précisions. Alors, bien sûr, l'objectif n'est pas de raconter ces lettres, ce qui serait de très peu d'intérêt, mais d'essayer de voir, d'incarner d'abord, d'incarner un homme et de voir comment la guerre le révèle, mais aussi comment cette guerre le construit. C'est-à-dire qu'à travers toutes ces lettres, on peut voir à la fois prendre conscience de la réalité de la mobilisation des soldats réunionnais, en tout cas en voir un exemple concret, et également, vous pouvez le voir à travers cet extrait de lettres, un effet... Oui, ça doit être la mémoire d'Alfred Isotier qui, en voyant sa lettre projetée, réagit. Donc, justement, cet extrait de lettre que je ne vous relirai pas puisqu'il est à l'écran participe à cette incarnation de la guerre à travers un des soldats qui ont participé à celle-ci. Alors, donc l'idée, c'est de voir comment cette guerre, pour Alfred Isotier, conduit à la fois à une prise de conscience et en même temps le construit. C'est presque une sorte d'apprentissage pour lui à travers le monde qu'il découvre dans la guerre et l'engagement dans les combats. Alors, sur les engagements à tirer de cette étude, de cette prise de conscience, pour résumer en une phrase, ils sont inscrits dans la problématisation annoncée en titre. Alfred Isotier passe d'un rejet de la guerre, d'une idée d'une sorte d'injustice à ce qu'il soit obligé de partir sur le front, à, non pas une acceptation, mais lorsqu'il revient, à une réussite économique qui, en grande partie, est le résultat de cette guerre. Et... donc l'objectif est de montrer la trajectoire d'un homme, de sa mobilisation à la démobilisation, puis à la fin de la guerre. Alors on verra qu'avec Alfred Isotier, on l'a déjà senti dans les communications précédentes, on est loin du cliché du départ à la guerre fraîche et joyeuse, mais on est tout aussi loin de la guerre uniquement destructrice. C'est-à-dire que pour lui, la guerre, elle est pas joyeuse, elle n'est pas voulue, mais au bout du compte, finalement, elle a une dimension qui s'avère positive. Alors, avant d'aborder cela, un mot sur les sources. Alors, ces sources, ce sont 21 lettres d'Alfred Isotier, pratiquement toutes écrites à sa femme, entre le 21 avril 2015 et le 16 mars 2016. Ces lettres sont en général assez longues, 5 à 6 pages. Il s'agit de courriers personnels dans lesquels Alfred Isotier rend compte de sa vie après sa mobilisation. Alors... ces lettres restent souvent assez imprécises sur les opérations, car Alfred Isotier envoie juste des impressions, ce n'est pas un journal de guerre, naturellement. De plus, il serait difficile de savoir quoi exactement penser de ces lettres. Ces lettres
parle de la guerre, mais on peut imaginer que ce n'est pas un témoignage à prendre au pied de la lettre, à prendre au premier degré. Vraisemblablement, il doit minimiser certains événements afin de ne pas inquiéter les siens. Dans d'autres cas, il peut aussi, à l'inverse, accentuer certains traits tragiques. On aura l'occasion de le voir ou d'en reparler. En revanche, ce qui peut être étudié, c'est la manière dont Alfred Isotier aborde les événements, son état d'esprit, l'évolution du regard qu'il porte sur ce qui lui arrive et sur la guerre. Et de plus, certaines informations qu'il apporte sont manifestement exactes. Ainsi, les lettres ouvrent 3 dimensions qui peuvent structurer les réflexions qui suivent. Alors, je ne vais pas détailler toutes ces dimensions, je vais les aborder, et puis, si vous le souhaitez, on pourra y revenir au moment des questions. Dans ces lettres, évidemment, Alfred Isotier parle de lui, donc c'est l'homme impliqué dans la guerre. Il parle aussi de la guerre, c'est son regard, le regard qu'il porte sur les événements auxquels il participe. Et puis, et c'est une des dimensions très, très importantes des lettres, ce sont ses projets, parce que dès qu'il part, il imagine déjà ce qu'il fera après. Ce sont ses projets, des projets qui sont parfois liés à ce qu'il découvre pendant son voyage, son périple dans cette guerre. Alors, avant de parler de la guerre, précisons qui est l'homme. Et pour ça, il va nous falloir remonter un petit peu en arrière, parce que c'est assez intéressant pour voir comment il est transformé profondément par la guerre. Alfred Isotier est né le 28 janvier 1881. Il est décédé le 30 janvier 1950. Il est le fils du maire de Saint-Pierre, François Isotier, donc il est issu d'une famille importante ou aisée du sud de la Réunion, et il est également, on va le dire tout de suite, même si chronologiquement ça devrait arriver à la fin, il est le père de Paul-Alfred Isotier, qui a été maire de Saint-Pierre de 1966 à 1983. Et vous avez là une photographie sépia, qui est presque une photographie officielle, qui reste d'Alfred Isotier. Alors, Alfred Isotier, en 1914, administre l'entreprise familiale. C'est une usine de rhum à Saint-Pierre, sur le front de mer. Aujourd'hui, c'est le conservatoire de musique, et qui est en pleine transformation. Il est mobilisé le 10 août 1914, il a alors 33 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il a fait, son parcours avant la guerre. Alfred Isotier a mené des études en métropole, au cours de laquelle il a côtoyé Raymond Vergès, avec lequel il entretient une correspondance dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Il est assez proche de Raymond Vergès. De retour dans l'île, après ses études, il s'oppose aux grands propriétaires sucriers du Sud. Et il écrit notamment, dans une de ses lettres, « Le propriétaire, regardant sa poche, la voyait se remplir et ses ouvriers devenir de plus en plus malheureux, car toute proportion gardée, les ouvriers consomment pour se nourrir et se vêtir le centuple de ce que dépense son patron. » C'est ce qu'il écrit le 8 décembre 1915, au début de la guerre. Alfred Isotier est profondément attaché à la guerre. Il pense indispensable à la terre, excusez-moi. Il pense indispensable pour la Réunion de diversifier ses productions et a l'ambition de voir l'île subvenir à ses voisins, à ses besoins. Et c'est aux gros propriétaires qui produisent pour l'exportation qu'il impute la responsabilité de la misère que connaît l'île, écrit-il. Et c'est pour cette raison qu'il s'implique contre les conservateurs. En 1912, il y a une campagne politique assez agitée dans Saint-Pierre, et voilà comment les rapports de police décrivent Alfred Isotier à la tête d'un mouvement de révoltés. Donc voilà le rapport de police. Arrivé à la hauteur de la rue Nationale, nous avons aperçu à l'intersection des rues Bons Enfants et du Commerce un groupe composé d'environ 200 personnes. Celles-ci, voyant venir le convoi, se sont mises à gesticuler et à crier bruyamment « Laisse pas passer, laisse pas l'y passer ». Nous, Rafestin, brigadiers, nous nous sommes avancés seuls près de la foule hostile, à la tête de laquelle nous avons reconnu messieurs Isotier Alfred, Cerveau Henri et Grondin Raoul. Nous nous sommes adressés à ces messieurs et particulièrement à Isotier Alfred. Nous leur avons demandé de bien vouloir inviter leurs amis à se retirer et à laisser passer le convoi que nous avions pour mission de protéger. Monsieur Isotier Alfred et plusieurs de ses amis nous ont répondu « Nous sommes spectateurs comme tout le monde, nous ne pouvons rien faire, les charrettes ne pourront pas passer ».
Aussitôt, tout le groupe qui nous environnait s'est écrié « Passera pas, laisse Pally passer ». Alors, on est en amont de la guerre, mais on voit que Alfred Isotier est alors engagé dans la vie politique avec son frère Paul, aux côtés du radical socialiste Georges Boussenaut. Il fait partie alors de la partie très à gauche ou très revendicatrice de la population de l'île. Alors, oui, donc là, une image de l'usine Isotier sur le front de mer. Pour Alfred Isotier, la mobilisation est un déchirement et on va voir qu'il réagit en fonction de tout ce qu'on vient d'expliquer. À la veille de la guerre, il gère l'entreprise familiale, qui est une entreprise qu'il dirige avec ses frères et ses cousins. C'est une entreprise qui est très faible par rapport à ses puissants concurrents, d'où le discours d'Alfred Isotier contre les gros propriétaires. Et c'est dans ce contexte qu'il est mobilisé le 10 août 1914. La première lettre conservée est écrite de Diego Suarez le 21 août 1915, et je l'ai dit, elle se poursuit jusqu'en mars 1916. Dans sa première lettre, voilà ce qu'il écrit à sa belle-mère. Il est très amer d'avoir été mobilisé et il considère que c'est parce qu'il est un petit et s'il avait été un gros, il aurait été dispensé de cet engagement. Donc voilà ce qu'il écrit. J'ai été bien chagrin en partant, vous sachant malade, de ne pouvoir venir à Saint-Pierre vous embrasser. Je ne pouvais pas me douter en vous quittant vendredi matin que le gouverneur allait me refuser quelques jours de sursis. J'en avais besoin pourtant pour mettre mes affaires en ordre et remettre mes livres à mon successeur. Mais un industriel comme moi n'est pas nécessaire aux besoins économiques de la colonie. Seuls les fonctionnaires peuvent l'être aux yeux du gouverneur de la Réunion. Et pourtant, qui les paye, qui les nourrisse, nos braves fonctionnaires ? Je ne puis vous dire ce que j'ai pensé lorsque j'ai appris cette étonnante nouvelle. Je me rappelle avoir souri, et Dieu sait si j'avais envie de le faire alors, car je songeais à ce que j'aime et qu'il m'allait falloir quitter. Je songeais aussi à ma responsabilité qui restait engagée malgré mon absence. Je croyais alors que la comédie était terminée, que le conseil de révision allait fonctionner sérieusement, que Paul, Louis et Marc allaient bientôt me rejoindre, et j'étais très inquiet de l'avenir. Aujourd'hui, j'ai à peu près repris confiance lorsque j'ai su que des 340 réservistes revenus de Diego en octobre, le major en avait réformé 225. J'ai commencé à respirer. Je suis certain maintenant que la maison ne sera pas livrée aux employés et que quelqu'un d'intéressé aura l'œil sur nos affaires. La farce n'est donc pas encore terminée. Et nous qui en sommes les tristes acteurs, nous payons pour quelques fumistes, cachés pour la plupart, qui demandent l'égalité devant l'ennemi, mais qui s'empressent de se terrer, de crainte qu'on ne les y envoie. Au lieu de blaguer et d'écrire des bêtises, il ferait mieux de venir ici prêcher l'exemple. Pour ma part, je ne serais pas à plaindre si j'avais près de moi tous ceux qui me sont chers. Je vous dirais même que je serais heureux, car je sens que ma présence est utile ici. Mon devoir est de protéger, d'aider et de consoler les malheureux qui viennent de chez nous, démunis de tout, et principalement de la force morale nécessaire pour surmonter leur chagrin et leur rancœur. Oui, ils sont à plaindre, ces pauvres gens. L'éducation qu'ils ont reçue en est la cause. Ils n'ont pas de volonté, mais ne savent pas se sacrifier et encore moins souffrir. Les officiers sont bons pour eux, mais cela ne suffit pas. Ils ne reprennent courage que lorsque je suis au milieu d'eux, car je les conseille et les remonte. Je suis heureux et fier de cette tâche que Dieu m'a chargé de remplir. C'est une consolation pour mon pauvre cœur, qui se brise lui aussi lorsque je songe au pays. Et il continue un peu plus loin. Puisse l'état de choses actuel durer le moins longtemps possible, car je m'ennuie à mourir ici, malgré les avances de mes camarades. Je n'ai pas le cœur aux distractions, etc. Alors, j'ai longuement lu cette lettre, car elle me semble riche d'enseignements. On n'y lit aucun enthousiasme de partir à la guerre. À son épouse, il écrit d'ailleurs « Je regrette mon bonheur perdu », on peut le comprendre. Il y a également un fort rejet, comme dans les combats de rue qui précédaient, un fort rejet contre l'ordre qu'il voit en place, et notamment contre ceux qui dominent la société réunionnaise. Il n'y a de sa part, à lire cette lettre, aucune envie de combattre pour la patrie, mais le seul sentiment d'engagement qu'il exprime est tourné vers sa famille, dont il se sent responsable, et aussi vers les camarades qui sont mobilisés en même temps que lui et dont il sent qu'ils sont encore plus démunis que lui. Mais en même temps, on peut lire la résignation devant la nécessité. Et il écrit d'ailleurs, c'est un autre passage de la lettre, « Pour moi, tu n'as rien à craindre, je ne te ferai jamais rougir, je ne serai pas téméraire, mais je serai brave.
Si j'arrive au front, ce qui est peu probable, à moins que la guerre ne dure encore 6 mois, je saurai faire mon devoir de Français, et s'il m'arrivait malheur, tu pourrais être fier de ton mari, et plus tard dans la vie, notre fils n'aura pas à baisser la tête lorsqu'on lui parlera de son père. Comme tant d'autres, il croit que la guerre sera courte, sensibilité à la propagande ou volonté de rassurer sa famille. Mais en même temps, il va faire son devoir et il l'exprime à plusieurs reprises. Il n'est pas heureux de partir, il trouve cela injuste, mais il est tout à fait prêt à assumer le rôle pour lequel il a été mobilisé. Alors, à partir du 25 décembre 1915, le ton devient positif. Il espère la fin de la guerre, même sans y croire, et il parle de plus en plus de son retour. Il a surtout une très forte confiance dans les appuis sur lesquels il compte pour le faire revenir. Alors ça, c'est pour son ordre de mobilisation. On va faire rapidement sur le souci de préserver les hommes. Il sent une sorte de responsabilité envers ceux qui sont autour de lui. Il s'indigne des conditions de traversée de la Réunion à Madagascar. Alors, il fait la traversée sur le Sydney, qui est un navire des messageries maritimes, mais il décrit un voyage absolument terrible. Il écrit « Ces malheureux sont couchés sur le pont du navire sans qu'on leur ait donné la moindre couverture pour s'enrouler et pour dormir. Dieu a eu pitié de nous et nous a envoyé pendant toute la traversée une agréable température. Il aura jusqu'au bout pitié de nous et nous accordera à tous la joie ineffable de retrouver bientôt tous ceux que nous aimons. » Il s'indigne des conditions qui leur sont faites à Diego Suarez, des conditions d'accueil. Compte tenu du temps, je passe sur ces conditions. Pour en arriver au deuxième point, la vie de soldat et le désappointement. Alors, sur Diego Suarez, il ne dit pas grand-chose. Ce qui domine, c'est le fait que c'est l'ignorance. Ils ne savent pas quand ils vont partir, ils ne savent pas où ils vont aller, et ils découvrent finalement leur destinée au fur et à mesure, d'abord du jour où ils embarquent sur le Sydney, puis ensuite quand ils arrivent à Marseille, on les fait attendre une nuit, puis ensuite on leur dit qu'ils vont à Perpignan, et donc ils ne savent vraiment rien, c'est ce qui ressort de toutes les lettres, ils ne savent rien de ce qui va leur arriver, sinon que au fur et à mesure, ils découvrent dans quel casernement ils vont être établis et où ils doivent être emmenés. On peut sentir un refus de l'embrigadement lorsqu'il écrit notamment que dans une lettre de Perpignan, c'est terrible, la guerre ne semble pas devoir prendre fin de sitôt. Il faut être sur les lieux pour savoir un peu ce qui se passe. Les journaux induisent à plaisir tout le monde en erreur. Je puis souvent causer avec ceux qui reviennent du front et j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau, ce qui commence à éclairer ma religion. Je ne te dirai rien à ce sujet, plus tard nous en causerons et tu envisages l'état de la France tout autrement. Tu envisageras l'état de la France tout autrement que ce que nous représentent les journaux. Donc on sent la méfiance dans ces lettres qui sont arrivés à son épouse. Alors je passe sur le regard sur la guerre pour en arriver au troisième point, pour terminer dans le temps qui reste, sur son regard, la particularité de son regard, qui est un regard d'homme d'affaires. Ce transport vers la guerre est aussi pour lui une découverte du monde tout à fait formatrice. Alors d'abord, il manifeste beaucoup de curiosité, il l'écrit, ce qui me console un peu, c'est de regarder autour de moi, et là je vois des misères encore plus grandes que les miennes. Il est sensible au lieu qu'il traverse. À Madagascar, il voit des possibilités, d'énormes possibilités économiques. C'est assez intéressant parce que par la suite, la famille Isotier a développé ses activités dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, a développé ses activités industrielles à Madagascar. Et il y a peut-être un lien avec parce qu'il fait des relevés assez précis de ce qui lui semble être les fantastiques possibilités de Madagascar. Il écrit ainsi: tout en étant soldat, je pense toujours aux affaires. C'est ainsi que je projette de faire à mon retour une grosse acquisition de fûts vides sur la place de Diego. On trouve des masses de barriques ici. Je ne sais même pas si on ne les brûle pas. Dans tous les cas,
bon, c'est quelque chose qui est inutilisé. J'ai pris aussi des renseignements pour une affaire d'engrais. Diego pourra fournir à La Réunion des masses d'engrais azotés sous forme de sang desséché et des quantités d'engrais phosphatés sous forme de guano. J'ai déjà pu me procurer un échantillon de ce dernier produit que j'envoie à Saint-Pierre par l'intermédiaire du frère Julien qui entre en congé demain. Donc il continue sur tout ce qui pourra être fait à son retour. Il évoque aussi la situation économique à La Réunion. Donc il dénonce toujours l'égoïsme des gros et forme des projets pour relancer la production de sucre, car il écrit qu'avec la guerre, la France et la Russie vont avoir besoin de sucre. Et il pense donc que La Réunion aura sa carte à jouer à ce moment-là. Il écrit « Je suis convaincu que la vie économique de notre pays pourrait se modifier de façon avantageuse. Au lieu de tout produire pour l'exportation et acheter ensuite tout ce qu'il y a d'indispensable à son alimentation, la Réunion songera à vendre un peu moins en dehors et produira davantage les denrées indispensables à sa consommation. » Alors ça, c'est vraiment le projet de ses fils, et notamment de Charles Isotier, qui a tenté de produire à La Réunion à peu près tout ce qui était utile pour l'île. Alors, il réagit donc comme un chef de maison et un chef d'entreprise. Il envoie dans ses courriers des directives sur ce qu'il faut faire pour que l'entreprise agricole continue, pour que l'usine puisse également survivre, même si là, il ne peut pas véritablement la faire fonctionner. Alors, le dernier point, c'est la réussite, parce que lorsqu'il est démobilisé, c'est le retour aux affaires industrielles, alors qu'il ne détenait qu'un 1/6 de l'entreprise familiale partagée par les héritiers. Quand il revient de la guerre, il rachète les parts familiales, les parts de ses frères dans la distillerie de Saint-Pierre. Et là, l'activité devient très dynamique, parce qu'avec la guerre, les ventes de rhum sont assurées par les commandes de l'État pour le front. Et c'est le véritable décollage des usines Isotier de Rome, qui existaient bien sûr au XIXe siècle, mais par d'habiles démarches auprès des autorités, il obtient en 1917 l'autorisation d'ouvrir une sucrerie à Saint-Pierre, à l'emplacement de la distillerie, et il l'avait dit, il pensait que le sucre avait un grand avenir. Il y a une forte demande de rhum et de sucre en 1917, jusqu'à la fin de la guerre, et donc voilà comment il peut racheter les parts de ses frères, de ses cousins. Il développe les activités de 1920 à 1943 par l'achat de nombreuses activités. C'est en gros exactement ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que du sucre et du rhum, mais avec l'argent acquis dans ces activités, il développe des activités industrielles multiples. Et lorsqu'il meurt, eh bien lui qui s'indignait d'être un petit face au gros, eh bien il fait partie des grands industriels de La Réunion. Et d'ailleurs, il a droit à un entrefilet dans le Progrès. C'est pourquoi je disais que véritablement la guerre pour lui, c'est la construction d'un homme et finalement voilà, c'est tous les aspects négatifs et positifs en même temps. Je vous remercie.